Et oui, oui, chers amis, bienvenue encore pour la feuille de match façon Qatar, façon Coupe du Monde 2022. Et puis, j'ai une petite équipe encore avec des experts, avec des tauliers. On va parler de tauliers ce soir, on va parler aussi de records, de buteurs. J'ai la chance avec moi, Patrice Bazir. Ben oui, hein, toujours là. Flavio aussi. Qu'on avait à l'époque. Oui, notre supporter marseillais préféré. C'est ça. Qui est plus tout seul. Et oui, voilà, et Guillaume Michaud. Ah oui, là ça commence à chauffer là avec les quarts de finale. Alors, vous avez toujours le nez creux sur les. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Oui, on verra. Non, c'était pas une période intéressante pour les parieurs. Ça, c'est clair que vraiment, on a eu des belles surprises. Mais il faut quand même le noter. Hein, c'est une Coupe du Monde à surprise. En tout cas, dans cette première partie, on va quand même parler des huitièmes de finale qui ont commencé le 3 décembre et sont clôturés avant-hier, tu vois. Alors, avec des ascenseurs émotionnels, avec beaucoup de panache. Et puis, on a l'impression quand même que finalement, après avoir un peu murmuré, c'est quand même une belle Coupe du Monde, messieurs, non? Oui, avec des satisfactions, des déceptions aussi. Des déceptions. Et puis des surprises. Des surprises. Beaucoup de surprises. Et la France? Ah, ben la France. La France maintenant peut arriver à 3e étoile. Bah, là, quand on regarde tous les quarts de finale, là, c'est que du costaud pour tout le monde. En plus, toutes les équipes globalement ont impressionné lors des huitièmes, c'est qu'ils se sont qualifiés, donc ça va être explosif. Et là, très très difficile de savoir quelle sera l'affiche de la finale. Mais j'ai quand même eu l'impression, messieurs, qu'il y a quand même la logique a été respectée. Les petits, beaucoup de petits, ou considérés comme tels, sont sortis. Allez, on a éclairci, on a toujours un peu presque les mêmes. Encore, on parlera en deuxième partie de l'émission, mais on a quand même. Voilà, les attendus sont là, ils sont au rendez-vous, et puis ceux qui on espérait, et puis ils ont déçu quand même en huitième. Moi j'étais très déçu surtout du Sénégal. Sénégal m'a beaucoup déçu parce qu'on espérait beaucoup de ce champion d'Afrique qui promettait. Et puis finalement, c'était un passage éclair puisqu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris contre l'Angleterre. L'Angleterre qui leur a donné une leçon de football, on peut dire ça. Hein. On va pas se le dire, alors Guillaume, sur ce match-là, donc 3-0 pour l'Angleterre. Face au Sénégal, bah, ils n'ont pas existé. Ils ont quand même existé sur la première demi-heure, puisqu'il y avait 0-0. Ils avaient quand même quelques possibilités. Et là, le réalisme anglais a glacé tout le monde. Hein. Moi, ça m'a fait un peu mal ce match-là, parce que j'ai pas trouvé que les Anglais étaient extraordinaires, mais ils ont été tellement chirurgicaux à la clinique, avec Kane, Bellingham, qui donnent des ballons tellement précis sur des contres. Et puis le gardien, il n'en sort aucune au final, et ça fait 3-0, et c'est un peu dur pour le Sénégal. Bon, l'Angleterre était meilleure quand même. Mais ils ont quand même quelques failles que j'ai trouvées, notamment sur le côté. Voilà. Donc, Flavio, t'as pas trouvé que les Sénégalais ont renoncé un peu rapidement? J'ai pas senti l'équipe qui avait envie de un peu déçu des Sénégalais. Se lâcher. Surtout ils ont une équipe pour affronter l'Angleterre. Quand on regarde, ils ont Mendy, Salibali ou encore comment il s'appelle notre Koulibaly plutôt, et Dieng aussi. Ils avaient des joueurs pour affronter l'Angleterre. Alors bien évidemment que l'Angleterre ils ont aussi des joueurs en face, mais je pense qu'ils avaient une possibilité de faire quelque chose de meilleur. Et ouais, c'est vrai qu'à la fin ils ont un peu abandonné, ils ont lâché un peu, pas dit bon, le petit budget panache, même pour l'honneur. Ils jouaient à la passe. C'était difficile à la fin. C'était difficile. Et le moral n'était plus là, je pense. Parce que quand tu prends 3 buts comme ça, ça fait mal quand même. C'est compliqué. Moi, je crois que le Sénégal a été pris par l'enjeu. Je pense que les joueurs n'ont pas su se mettre au niveau de l'événement, tout simplement. Et les Anglais les ont battus, surtout par l'expérience et puis aussi par leur faculté d'adapter un jeu à chaque fois différent. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir que nous on vérifie avec la France. Est-ce que les Français doivent avoir peur de Foden, monsieur? Peur non, mais ça sera Fernandez, Koundé ou Fernandez. Moi je pense pas que en fait. Il y a Walker aussi. Justement, dans les oppositions, est-ce que Walker, lui, il sait qu'il aura Mbappé à 35 km/h Mais de l'autre côté, on aura peut-être Saka face à Koundé parce que j'ai l'impression quand même que défensivement pur, c'est quand même juste. Je sais qu'offensivement, Koundé a un jeu léché, Hernandez, mais en pur travail défensif, ils auront du boulot. Je ne sais pas s'ils auront le temps de monter face à l'Angleterre parce qu'ils auront Foden de l'autre côté, ils auront. Bon, y a Foden. En fait, ils ont des choix, en fait, c'est ça, on ne sait pas trop qui sera présent parce que Rashford, il peut être titulaire, pourquoi pas? On peut avoir Grealish titulaire. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué pour Deschamps, c'est qu'il ne saura pas forcément exactement le 11 qu'il y a en face. Et même on parle de Walker, mais il peut très bien mettre Alexander-Arnold, quoi. Il peut mettre Trippier, enfin. C'est ça.
Et puis moi, je trouve aussi que On a 3 derrière aussi. les déplacements de Harry Kane sont un vrai poison pour les défenseurs centraux. Hein. Moi, c'est un gars qui a l'air comme ça, mais il croise, il redouble, il ressort. C'est pas le joueur qui va rester en jeu et il va rester là, non. Il fait travailler beaucoup les défenseurs centraux, je trouve. Hein. Et il ouvre des espaces pour les. Alors, et Sterling, il rentre ou pas? Il est rentré. Oui, il est rentré. Non, mais est-ce qu'il rentre à rentrer peut-être là? Oui, je pense. Ouais. On en parlera plus tard de l'Angleterre-France. Oh, mais passons aux Pays-Bas. Pays-Bas contre Croatie. Ce match-là, un peu de match serré. Non, Pays-Bas, États-Unis. Oui, parce que les Pays-Bas ont gagné 3-1 contre une équipe de l'USA qui était assez ambitieuse, mais manquant également peut-être de cadres expérimentés, sachant que l'équipe des Pays-Bas quand même a un fond de jeu très intéressant, on l'avait dit, offensif, avec des joueurs percutants, et ça a payé, les Depay et compagnie, il leur a donné également une belle leçon de football. Surtout que les États-Unis, en termes de possession, ils étaient largement meilleurs que les Pays-Bas. Ils jouaient, le ballon il tournait, donc c'est vrai que bon. Moi j'étais extrêmement, j'avoue, sur ce match-là j'étais extrêmement déçu. J'avais mis quand même une petite pépite sur les États-Unis, et puis j'ai trouvé que le côté non abouti sur l'avant-dernière et la dernière passe. Oui. Donc effectivement, un jeu qui, par rapport à ce qu'on a connu en 2014, c'est ça? 2014, oui. Aux États-Unis, oui. États-Unis, c'était bon, voilà, c'est une équipe qu'on a monté pour faire une belle figure, mais j'avais bien joué quand même. On avait un peu le côté starification avec le countryman, les machins, voilà. Mais là, on a une équipe qui ressent quelque chose. Mais comme tu l'as dit, très, très solide, mais qui n'a pas encore, moi ce que j'ai envie de dire, il n'a pas encore ce qu'on appelle la culture foot, dans la tactique et dans les phases de jeu, pour pouvoir faire la juste passe à la fin. Parce que quand il faut faire les doublements, il faut toujours le mauvais choix, il frappe au lieu de faire vous avez vu les deux passes, il a bien dit en fait, ils ont eu plus de passes, plus de possession, ils ont tiré même plus que les Pays-Bas. Ouais. Voilà. Plus de fois, ouais. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est que dans les 30 derniers mètres, effectivement, ils arrivaient. On fait quoi? Ça on fait bloquait. Pulisic a eu une occasion en début de match, il n'a pas su la concrétiser. S'il la marque en début de match à 5 minutes de jeu, je pense que c'est pas le même match, parce qu'une fois que les Pays-Bas ont marqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Ils ont fait du marquage individuel sur les joueurs principaux, McKennie, Pulisic. Exactement. Et là, c'était fini. Et puis, ils avaient des failles sur les côtés. Ça s'est vu avec les 2 centres de Dumfries. Dest, il était aux fraises. Et à chaque fois, la personne qui se trouve côté gauche ou à l'entrée de la surface, il a qu'à s'appliquer pour marquer. Ça fait 3-1 au final. Et, c'est un peu un score en trompe-l'œil pour moi, parce qu'ils ne se sont pas créés tant d'occasions que ça. Et ils auront, je pense, un match beaucoup plus difficile avec une équipe plus tueuse lors du prochain tour. Donc, en tout cas, j'ai l'impression quand même, comme certains observateurs le disent, les Pays-Bas sont quand même candidats au titre, parce que comme ils ne sont pas véritablement sous les feux de la rampe, ils avancent discrètement, ils sont là tranquillement, ils avancent, ils arrivent en quart, ils peuvent arriver en demi, puisque le match qui les attend, c'est pas non plus le plus compliqué. Donc on peut se retrouver avec une nouvelle génération des Néerlandais qui arrivent jusqu'au bout, puisque effectivement, on a Gakpo, ça, qui... Je dis Gakpo, déjà 3 buts. Voilà, qui est déjà affûté, et avec Depay qui revient quand même à un meilleur niveau, et puis... Sans compter nous perdre le gardien qui est très bon. Et puis il faut montrer à l'école de football, quand même, sur je crois que le deuxième but sur la passe en retrait de Dumfries, le départ sur la récupération de Depay, qui est à la fin. Non, les gars, c'est beau. C'était très beau. 10 passes, clac. Non, mais c'est une équipe en devenir, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est du sérieux. Voilà, c'est très sérieux. Puis surtout, c'est talentueux. Oui, à mon avis, ça fait partie des finalistes possibles. Et puis, elle a pas de Van Gaal aussi, quand même. Aussi, bien sûr. C'est sa dernière danse. Ouais, il a plus de 70 ans, le monsieur. Et voilà, quand on voit les matchs des Pays-Bas, on sait que c'est travaillé tactiquement, le marquage individuel au centre. C'est travaillé et voilà, c'est un entraîneur très talentueux. Et Flavio, alors que dire de Japon-Croatie, ces petits moteurs, ces petites mobilettes Made in Japan, les Yamaha, qui nous ont offert vraiment, ils sortent, mais vraiment avec les honneurs, parce que
Mais comment on disait, on cherchait le mot la dernière fois, mais c'est des ninjas, c'est pas possible. Ouais, ils nous ont impressionnés, hein. C'est compliqué à jouer. La Croatie a eu du mal. Ouais. La Croatie a eu du mal. Alors, c'est japonais. Mais ils ont eu du mal. Après, ils ont su. Je pense qu'ils ont préparé ce match. Clairement, on a vu, ils sont arrivés, ils ont préparé le match. Et la Croatie, ça m'a étonné d'eux parce qu'on parle quand même des finalistes de la Coupe du Monde 2018. Et la performance qu'ils ont donnée n'était pas vraiment, comment dire, n'avait rien à voir avec ce qu'ils nous ont montré en tout cas en Coupe du Monde 2018. Les Japonais, ils ont fait le taf et puis voilà, je pense qu'ils ont préparé ce match et c'est bien mérité, je pense. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de mettre à l'honneur, messieurs, les gardiens, parce que les gardiens du Japon aussi. C'est la Coupe du Monde des gardiens. Parce qu'il y a eu des occasions quand même. Quand la Croatie a commencé à mettre le pied sur le ballon, le gardien, il a fait vraiment des prouesses. Il a quand même sorti de super ballons. Et puis, peut-être qu'il faut noter quand même, Patrice, qu'il y a quand même cette vertu. Hein. Ça fait plusieurs fois que la Croatie est menée au score, mais elle ne s'affole pas. Ah non, c'est une équipe d'expérience. Elle ne s'affole pas. Elle n'est pas en panique. Au bout, même quand elle est menée, elle ne se roche pas de manière maladroite au but adverse. Elle prend son temps et reconstruit. C'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui a maintenant un petit âge. Ouais. Alors, effectivement, ils ont su en tirer parti. Alors, ils n'ont pas effectivement des joueurs exceptionnels, mais le global, le groupe est très soudé et ne s'affole pas, comme tu as dit. Et les voilà à nouveau, comme en 2018, à se qualifier au penalty. Et c'est vrai qu'on se demande même où ils s'arrêteront parce qu'on a l'impression qu'ils sont imbattables dans ce genre d'exercice. C'est une équipe extrêmement difficile à jouer. Hein. À chaque fois, ça va en penalty ou prolongation. Et ils fatiguent pas en fait. Les gars, ils ont, je sais pas, 34-35 ans, ils sont encore sur le terrain. C'est le ballon qui court. Ah, voilà, bon. Modric, il sort, je sais pas, 80e minute, le gars, il a. Les Brésiliens des Carpates, les gars. Non, ils sont le milieu de terrain, Brozovic, Kovacic, Modric, c'est le triangle magique. Et puis Perisic sur le côté, qui a son petit âge, mais qui est très très adroit devant le but. On a vu son but de la tête. C'est un geste de numéro 9. Hein. Et alors, on va parler quand même du défenseur central Batman, qui est au milieu de la défense centrale de Croatie, Guardiol. Voilà, c'est un petit jeune qui a 20-21 ans. Pour moi, c'est une révélation. C'est presque le meilleur défenseur de la compétition parce qu'il mange tout le monde à chaque fois. Et attention, prochain numéro 9 qu'il va croiser, je pense qu'il va passer de ça à 90 minutes, à mon avis. Et Livakovic, donc le gardien, qui a 3 pénaltys. Ça, j'ai dit que c'est vraiment les gardiens sont à l'honneur durant ces huitièmes. Ah, moi, je pense franchement. Tout à l'heure, on va parler du Maroc, mais voilà, les gardiens. Non, moi, il faut des fois, on les met toujours après les attaquants et les milieux, mais sur ces phases de huitièmes, là, j'ai trouvé que les gardiens ont été vraiment au rendez-vous. Alors, que dire de l'Argentina avec l'Australie un bleu ciel qui retrouve des couleurs. C'est un match caliente. Hein. Un match caliente. Bon, mais les Australiens sont quand même difficiles à jouer. Hein. Bah finalement. Moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la victoire de l'Argentine parce que on a encore. Ces Australiens, ils sont difficiles à bouger. Hein. Ah, mais il y a quand même une large possession pour l'Argentine. Même s'ils ont été. Ouais, il y a quand même une large différence de possession entre l'Argentine et l'Australie. L'Argentine, ils ont été bien meilleurs. Mais ils ont été très groupes-là aussi. Vous avez vu, les deux buts, c'est des buts de. Le but de Messi, c'est du Messi. C'est du Messi. Le deuxième but, ouais, ça c'est. Ouais, le dimanche en Italie, ouais, ça c'est ça. Quand on a Messi dans son équipe, voilà. Quand on a Messi dans son équipe, voilà, c'est comme quand on a Mbappé ou on a Ronaldo à l'époque, c'est déjà une garantie qu'on a un plus. Et c'est vrai que là, il a su faire la différence. Et c'est vrai que l'Argentine s'organise autour de lui, mais avec des joueurs quand même qui sont très très bons. Et c'est peut-être ça qui fait que cette équipe-là peut aller aussi chercher son titre, son troisième titre. Et ce titre que Messi attend depuis si longtemps. Et j'ai l'impression quand même, Flavio, que justement, on va en discuter tout à l'heure avec le Portugal, mais on n'est pas sous la Messi dépendance, on est vraiment sous une équipe où chacun prend ses responsabilités. Je vois le nouveau, le petit jeune là, le petit chouchou maintenant. Enzo Fernandez. Et puis même Di Maria. On est tombé sur le meilleur Di Maria là. Enfin, ça c'était avant. Pas cette fois-ci. Il était blessé, ouais. Tant mieux, de manière que tout ne tourne pas autour de Messi. Ouais. Tant mieux que l'équipe ils aient confiance en eux. Parce que c'est vrai que souvent dans des équipes où on a un leader,
tout tourne autour du leader et puis c'est un peu facile de tout lâcher dans ses mains. Mais là, au moins, le jeu était constructif. J'ai trouvé le jeu très constructif et avec Messi. Bonne maîtrise. Bonne maîtrise, c'est ça. Et puis Messi, à la fin, qui fera la différence quand il faudra. Tu lui donnes le ballon juste avant le camp et il fera ce qu'il faut avec. Alors, je pense, Patrice, qu'il voudra faire un petit contrôle antidopage à la fin. Il fait que marcher. Ben voilà, je viens me faire l'avocat du diable. Je trouve que sur la fin de match, Messi a pesé. D'habitude, il s'en fiche, pas de travail défensif là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il a été extrêmement économisé avant. Oui, c'est économisé, mais là, il était, ceci dit, concerné. Il est très concerné, mais il était très fatigué aussi. Parce qu'il a tout donné. Il y a eu 3 matchs seulement de repos. Là, ils vont en avoir 6, donc ce sera un peu différent. Mais il a eu que 3 matchs. Donc, Après, je pense que cette Coupe du Monde, elle est différente pour lui. Il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. C'est ce qui lui reste à gagner. Donc il va tout donner. Mais il donne plus sans être dans le côté, on va dire, individualiste. Quoi. Il fait un travail collectif. Il est plus impliqué défensivement. La fin du match contre l'Australie est un peu particulière. On a eu une quantité de duels très impressionnants avec des joueurs qui vont avec chercher le ballon. Quand tu vois ton coéquipier qui donne sa vie pour aller chercher un ballon aérien face à un Golgoth qui fait 1m90, c'est assez motivant pour Messi d'aller faire le pressing après. Et puis on a De Paul, le gars, il fait des kilomètres sur l'action où il y a le but. Le gars il part de son milieu de terrain, il va chasser le défenseur, il va chasser le gardien il est bloqué entre 2 attaquants. Non, c'est compliqué pour lui et c'est comme ça que ça fait plus. Donc quand vous avez des joueurs qui courent, qui sont solidaires, ça facilite vraiment le match de l'équipe. Ah ouais, effectivement. Alors monsieur, que dire à notre ami Samuel Eto'o qui pète les plombs avec ce Brésil-Cameroun, pareil, grosse désillusion pour les Camerounais qui vont arriver en finale. Le Cameroun. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Ben, la Corée du Sud, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, malheureusement. Mais c'est vrai que le Brésil nous a fait une démonstration à la brésilienne, vraiment de haute volée. Ça, c'est clair et net qu'on peut dire qu'ils se sont placés d'emblée comme effectivement les vrais favoris de cette Coupe du Monde. Ils n'ont pas l'impression de se fatiguer, eux. Tout est fluide. C'est le ballon qui court. Et finalement, c'est ça l'avantage des Brésiliens. Ils savent faire courir le ballon. Ouais, et puis j'ai l'impression que pour une fois, le danger peut venir de partout. Puis techniquement. Ils ont de bons joueurs à chaque poste. Voilà. Une fois que tu as de bons joueurs à chaque poste. Vinicius, il est là. Non, quel que soit le joueur qui a la balle, il sait quoi en faire. Même ceux qui rentrent. Il sait la négocier. Même ceux qui rentrent, les gars. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est avantageux avec le Brésil. Même le gardien rentre, t'as vu? Faut préciser que Tite, c'est l'entraîneur brésilien, c'est le seul à avoir utilisé ses 26 joueurs. Voilà. Donc ça prouve quand même qu'ils peuvent compter sur tout le monde déjà. De 2, on a eu le retour de Neymar. Alors Neymar qui n'a pas fait tout le match, mais quasiment. Et qui à la fin du match retire ses godasses et on voit une sorte de plâtre. Alors il n'est pas tout à fait à 100%, mais il a encore la cheville parce qu'il a tapé le penalty qui a permis d'ouvrir le score. Donc après, moi je trouve que c'était peut-être un peu trop facile pour le Brésil, honnêtement. Oui. Même si la Corée du Sud avait fait quelques prestations intéressantes. Il n'y a pas la plus grande équipe en face. C'est ça. Je pense que la Corée du Sud les a trop respectés. Voilà. Ils étaient impressionnés de voir ces joueurs-là. Et puis il y a des joueurs comme Richarlison que j'avais pas remarqué du tout à Tottenham qui tout d'un coup se... Non, Marseille on l'a vu. Marseille on l'a vu. Oui, on l'a vu. On l'a vu à Marseille, oui, tu vois. On l'a vu. Sans éclaboussure. Et là, tout d'un coup, autour de ces joueurs magnifiques, il prend sa chance à chaque fois et c'est vrai que tous les dangers viennent de partout contre ces Brésiliens et c'est ça qui fait la force. On vous regarde le nombre de personnes qui ont marqué lors de ce match. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est 4 buteurs différents, 4 joueurs offensifs. Donc, et puis un petit Neymar à la baguette, ça fait toujours du bien, bien sûr. Eh oui. Cocorico, messieurs, France-Pologne. Ouais. Wow. France-Pologne, alors. Que dire là, on peut dire match abouti. Merci Mbappé, déjà. Merci Mbappé. On peut le dire, déjà. Parce que... match de tous les records. Thuram peut se coucher dignement. C'était un match facile non plus pour la France. C'est pas un match qui nous a rassurés déjà. C'est ça. Ça nous a pas rassurés. Défensivement, surtout à première mi-temps. Voilà. La première mi-temps était très inquiétant. J'ai eu peur. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, quand on a un joueur comme Mbappé, Messi ou autre dans son équipe, on sait que à tout moment la différence peut se faire et elle s'est faite, heureusement pour nous.
Maintenant, est-ce que ça va suffire contre des grosses équipes qu'on a vues tout à l'heure? C'est pas sûr. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on est monté en pression. Voilà. Moi, ça fait 3 jours que j'essaie de. J'ai fait appel au géomètre. Je me dis, mais c'est quoi son angle de frappe? Moi, je sais pas. J'ai essayé d'expliquer. Je suis un modeste joueur du dimanche. Je me dis, mais je sais pas, c'est quoi cette frappe? Je sais pas. Elle est soudaine. En fait, Comment il fait ça? C'est le pied, c'est la jambe qui est fouettée. La jambe part en l'air et elle fouette le ballon. Donc du coup, le goal ne sait pas du tout si ça va être à droite ou si ça va être à gauche. Moi j'ai déjà vu faire cette frappe-là contre Courtois lorsqu'ils avaient évolué contre le Real Madrid à l'extérieur. C'était un quart de finale, je crois, l'année dernière. Des champions, je sais plus. Enfin oui, en Ligue des Champions, il a marqué exactement un but un peu plus près. Oui, mais en course avec effectivement la jambe qui part de très loin, un peu fouettée, et oui à gauche effectivement. Et ça avait permis de mener à 0. Bon, finalement, Benzema a mis son triplé, mais c'était un peu le même but. Donc, c'est un peu le Mbappé shot, quoi. C'est ça. Et Lewandowski, mais c'est toujours aussi malchanceux. Il a besoin de il faut faire 2 pénaltys pour. Merci l'arbitre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé l'arbitre. Pas favorable à la France, mais alors pas du tout. Surtout sur un but refusé, sur ce pénalty qui est tiré 2 fois. Surtout sur Mbappé. On n'arrêtait pas de lui tirer le maillot. Des cartons jaunes qui ne sont pas arrivés. Et à se demander si la réclamation que la France a fait contre la Tunisie n'a pas été finalement contre-productive, parce que les arbitres, on sait qu'ils sont un peu corporatistes, et ils ne sont pas en train de se dire la France, ils sont embêtants. Et surtout que c'était une réclamation qui n'a pas servi à grand-chose. Donc attention au match de l'Angleterre, pas faire de bêtises dans la surface. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être terrible. Ah ouais. Il reste quoi, messieurs? Il reste le meilleur pour la fin, non? Ah oui, il en reste 2. Portugal. Oui, Portugal. Parlons du Portugal. Portugal face. Moi, j'avais pas vu un score pareil depuis Pérou-Argentine en 78. C'est assez rare en Coupe du Monde. Il y avait eu un Arabie Saoudite-Allemagne en 2002. Oui. Il faut vraiment que ce soit des équipes, mais c'était pas effectivement en élimination directe. Oui, sur les qualités suisses de. Non, mais c'est surtout le de défense, de machin. Le Portugal, on l'avait annoncé comme une équipe un peu bof, un peu vieillissante. Et puis un Ronaldo poussif. Et puis quand ils ont mis Ronaldo sur le banc, on avait arrivé un joueur sorti de nulle part, qui s'appelle Ramos, nous faire des buts venus de nulle part aussi. Donc, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il joue Benfica, il joue les grandes compétitions quand même. Il avait un peu brillé, je crois, face au PSG, il me semble. Mais oui, bien sûr, il était là. Non, moi, je mets déjà mon chapeau au sélectionneur. Moi, je trouve que il fallait le faire. Oui, parce que le geste du meilleur sur le précédent, il n'est pas suivi sous le coup, il a pris les dispositions qu'il fallait. Il fallait en avoir pour avoir ce type de rendu en mettant un joueur, quoi que c'est fait. Depuis 10 ou... Autant de Figo, je pense autant de Figo. La dernière fois qu'il était... il était remplaçant de Figo. Une fois qu'il était... Il a commencé en 11, il a fini en 7, mais il n'a jamais été remplaçant. Et puis, que dire? Tu parles du vieux Pépé. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il est infranchissable, le mec, il est sûr, précis, dangereux, il monte, belle détente. Ce qui me fait très peur chez le Portugal, c'est que là, finalement, on se retrouve avec un Ronaldo qui sera peut-être sur le banc jusqu'à la fin de la compétition, mais qui peut rentrer en cours de match, comme un remplaçant à la fin. Voilà. Il y a un autre remplaçant dont on ne parle pas, parce que Ronaldo a fait un peu la lumière sur lui, c'est Joao Cancelo. Joao Cancelo qui est exceptionnel avec Manchester City, qui a fait 2 matchs qui est sur le banc. Et pareil, et alors le meilleur pour la fin, Léao. Il peut rentrer à 95 minutes. Il manque un but un but à la Mbappé. C'est Mbappé portugais. Mais tranquille. Sans forcer le mec. Ils ont une force de frappe énorme. Ils sont imbattables en prolongation. Moi je dis, comme Guillaume le dit, cette équipe-là peut être redoutable parce qu'il y a plusieurs systèmes de jeu, plusieurs plans de jeu possibles. Et puis elle a un banc. La France n'a pas. Il n'y a pas de systématique. Silva, c'est pas le même jeu que Léao, par exemple. Les 2 équipes qui ont le meilleur banc, pour moi, c'est le Portugal et le Brésil. Et puis une défense qui tient la route, finalement. Ah ouais. La défense vieillissante, elle est là, quand même. Et puis des latéraux intéressants, Guerrero, très très intéressant. Et puis Dalot, qu'on voit pas trop à Manchester, là, et qui a fait sa petite passe décisive. Non, c'est très très solide. Et puis c'est ça, quand même, messieurs, la Suisse. La Suisse, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc, non, franchement, chapeau à eux. Et attention à leur adversaire au prochain match.
Eh oui, messieurs. Moi, j'ai une théorie qui dit qu'il vaut mieux pas faut pas mettre 6-1 à une équipe pendant la Coupe du Monde, parce qu'après, le match d'après, on arrive un peu trop confiant, et peut-être que le Portugal risque. Moi, je me rappelle des expériences de foot du monde où il y avait des équipes qui partaient avec 5-0, et le match d'après, qui se faisait sortir parce que justement, un peu comme les Espagnols finalement. Voilà, Mais exactement. Flavio, vous voyez, Patrice nous donne la bonne perche pour pouvoir aborder le dernier match de ces huitièmes. Avec la fin, mais vraiment, la fin de la culture de l'avantage de la possession. La possession. Moi, j'étais à fond, tout le match, première mi-temps, 80% de possession de balle, 75 à la fin du match, et tout ça pour ça. Franchement, d'ailleurs, Luis Enrique a été débarqué ce matin. Donc, franchement, alors, que dire de nos Marocains? Donc, voilà, est-ce que vous voyez ces Marocains aussi ils ont une. Et puis, ils sont sortis premiers de leur groupe, et donc ils battent l'Allemagne. Ils battent la Belgique. La Belgique, la Croatie, match nul, et puis le Canada. Le Canada. Et là, tranquille, ils se retrouvent. Donc, c'est la bonne surprise de cette Coupe du Monde. Hein. Il en faut toujours un, le petit poussé, comme on dit. Donc, ça a fait plaisir à beaucoup de monde, tant mieux. Hakimi, que j'aime bien, méritait aussi ce petit exploit, cette petite panenka à la fin qui signe sa prestation. Non, ils nous ont fait plaisir, les Portugais, et puis surtout les Espagnols ont pris une vraie leçon de réalisme. L'Espagne domine quand même tous les matchs. Ouais. Ils dominent tous les matchs. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à conclure. Et après, bon, c'est vrai que ça s'est joué au tir au but. Tir au but, c'est toujours un peu particulier. Hein. Tir au but, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je me dis, c'est souvent de la chance. C'est soit ça passe, soit ça casse. Sur Japon, Croatie, il y a deux... C'est lamentable. C'est tellement mal tiré, mais lamentable. Ils n'ont pas préparé, ça se voit. Les Espagnols et les Japonais, lamentable. Les Espagnols, c'était un peu mieux tiré. C'est surtout le gardien qui a fait la différence. Encore une fois. Mais Japonais... C'est-à-dire qu'entre Bounou et Simons, les Marocains savaient très bien qu'ils avaient l'avantage pour les prolongations. Donc le score de 0-0 qui perdure au fur et à mesure que le match avance, finalement, ils doivent se dire, c'est pas mal. Et leur grosse force, ils la savent très bien, c'est leur 4 derrière, plus le gardien et le gars Amrabat qui est devant là, qui protège sa défense, mais c'est un monstre. Mais lui, c'est monstrueux. Lui. Je sais pas où est-ce qu'il va finir, il sort d'où, je sais pas. Mais je crois que je sais pas où il joue, mais je crois que son entraîneur a dit là, la cote va pour le transfert, là, ça va être compliqué. Et puis Roma, ça use pas mal. Youssef Agar qui était blessé tout le début de saison avec West Ham, qui a fait la meilleure Coupe du Monde qu'il puisse faire. Puis Mazraoui, Ajax, Hakimi à droite. Rappelez-moi, monsieur, c'est le gardien de quelle équipe? C'est une grosse équipe, de FC Séville. Le Bounou. Oui. C'est pas n'importe qui. Moi, je pense que finalement, on est aussi pareil, un peu comme le Sénégal de 2002. Ouais, en Corée, Japon. C'est toujours des joueurs du Maroc qui jouent dans des championnats, dans des équipes de premier rang. Bien sûr. Même en Angleterre, je veux dire. C'est pour ça qu'il n'y a plus de petites équipes, forcément, parce que la plupart des équipes ont leurs joueurs qui jouent à l'étranger, avec un niveau qui est quand même extrêmement élevé. Hakimi joue au PSG, d'autres jouent à Séville, donc effectivement. Et puis des gardiens, maintenant, ils deviennent de plus en plus forts. Et Fabio, quand dit de cet entraîneur qui prend l'équipe 3 mois du monde, il a eu. Alors, 4 matchs de préparation, je crois. Ouais. Après, coach Vaïd. 4 matchs de préparation et après Coupe du Monde, c'est tout. Ça fait 3 matchs de préparation, 4 matchs de Coupe du Monde. Ça fait c'est que 7 fois qu'il a ces joueurs-là. C'est un bon entraîneur, alors on va dire que c'est un bon entraîneur. Alors, très bon entraîneur. Les bonnes langues disent qu'effectivement, Coach Vaïd sait construire des équipes. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, manager une équipe et être ce côté un peu leader, bienveillant du vestiaire, voilà. Oui, il est un peu limité. Mais en tout cas, construire une équipe, parce qu'il a quasiment 2 équipes qu'il a construites. Je crois que c'est Japon aussi, il avait été coach du Japon, Algérie et la Maroc. Coach Vaïd, c'est un bon concepteur, en tout cas. Il ne faut pas lui enlever ce mérite. Voilà. Il fait partie aussi de ceux qui ont construit cette équipe, effectivement. Et s'il y a un succès, c'est aussi un peu grâce à lui. Ouais. Moi, j'ai aimé son intervention, parce que j'ai écouté un petit peu ce que je connaissais très mal. Et j'ai bien aimé quand il a expliqué, tout et pour tout. Voilà. Il est parti du constat que, de toute façon, ils ont la possession. Alors, peut-être que notre équipe aurait cherché à contrarier cette possession. Lui, il a dit, OK, moi, je vais laisser sa possession. Moi, je vais
coffrer. Je vais faire en sorte que mon équipe soit sérieuse dans la confrontation et dans l'opposition. Et après, on verra. Et on va tenir le plus de temps possible. C'est pas la peine d'aller courir après le ballon inutilement et de se faire à la fin effectivement asphyxier. On accepte qu'ils aient la possession. Et quand on a l'occasion, on marque. Ouais. Ça veut dire que, je veux dire par là qu'il faut encore mieux, bien sous-peser la valeur de la performance du Maroc parce qu'il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui peuvent. On peut dire ce qu'on veut sur la possession, bon, on tire un peu, mais pouvoir tenir, parce qu'à un moment ça rentre quand même. Pouvoir tenir 120 minutes avec ce type de jeu, je peux vous dire que c'est une grosse performance du Maroc. Vous savez que ça fait écho au match d'il y a 4 ans en fait. Hein. Oui, il y avait eu Russie-Espagne. Et c'était à peu près le même scénario avec la Russie qui était encore plus faible que le Maroc défensivement, mais qui avait réussi à tenir. Il faut dire que Morata, il n'a pas commencé le match côté espagnol. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros regrets de Luis Enrique. C'est que pendant la première heure, ils ont eu moins d'occasions, moins de tirs que le Maroc. Donc c'est ça qui a fait la différence. Ils ne sont pas sortis frais, hein, mais bon, au moins ils sont là, ils sont qualifiés. Flavio, on a vu les Marocains tirer la langue, étirement. J'imagine après. Au moment c'était dur. Après 100 minutes de jeu où tu donnes tout, tu ne peux pas lâcher puisque là tu as un niveau où il faut pas lâcher puisque c'est les dernières minutes de jeu. Tu arrives à un moment donné où c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit tu donnes tout jusqu'à la fin et puis tu y arrives, soit tu lâches les dernières minutes et l'Espagne aurait eu la capacité de remonter le match. Donc oui, ils ont tiré la langue, j'ai bien vu, ils ont tiré la langue. Ils ont tiré la langue. Ouais. En tout cas, je trouve qu'on a bien savouré ces huitièmes de finale. On se retrouve tout à l'heure après une coupe de pub. On verra si d'ailleurs, si le Maroc peut aller plus loin. Allez, on se retrouve tout de suite après quelques minutes de pause. Oui, toujours avec la feuille de match avec Flavio, avec Patrice, avec Guillaume. Nous parlons de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Puis on avance tout doucement à partir de demain pour les quarts de finale. Patrice, Flavio et Guillaume. Et puis aussi, on peut revenir sur le challenge de la semaine dernière. On avait pronostiqué donc sur le Espagne-Maroc. Espagne-Maroc. C'est mon ardoise, ça. C'est Guillaume. Guillaume avait mis... trompé, hein. 2-1 pour l'Espagne. Ouais. Donc, j'étais trop ambitieux pour on l'Espagne. va rentrer à la maison. Alors, moi, j'avais mis Pascal. Alors, Espagne-Maroc. C'était Maroc ou Espagne, du coup? Il a dit Espagne-Maroc, donc c'est... Moi, j'ai mis 2-1 pour le Maroc. Ah, t'as trouvé le qualifié, pas mal. Donc, voilà. Maroc gagnant. Voilà, gagnant. Donc, et moi, c'est pareil. Et Patrice. J'avais mis Espagne aussi. Espagne 2-1. Voilà. Moi, j'ai senti le truc, je sentais qu'il y avait de l'espace. C'est Pascal qui a vu. Voilà, merci. Bravo. Qui a vu Tout à l'heure, on va choisir un des matchs des quarts, monsieur, qui commence demain avec l'Argentine qui revient. L'Argentine-Croatie. Non, Hollande-Argentine. Hollande-Argentine, oui. Et qui nous rappelle, pour les plus anciens et ceux qui étaient déjà nés, la finale de 78. Exactement. Moi, ça me rappelle une finale la première finale, je crois, à laquelle j'avais assisté à la télévision. Hollande-Argentine avec les fameux Campes, qui étaient argentins, et Van de Kerkhoff pour la Hollande, Rep. Et c'était une finale vraiment éblouissante parce que c'était deux équipes qui avaient des styles très très offensifs. Cruyff jouait à l'époque déjà? Cruyff ne jouait plus. Cruyff avait arrêté depuis 1974 parce qu'il avait perdu contre l'Allemagne. Il avait passé la main. Et quand il y avait Rudi Kroll, il y avait tous ces gens-là. Et donc Campes avait donné la victoire à l'Argentine à l'époque, qui donc remportait sa première Coupe du Monde. Alors Fabio, pour ce match-là, match serré ou bien match débridé? Non, je pense pas. Non, on sera pas sur un match serré. Ah ouais? Oui, déjà pour moi, il y a un top 3 des équipes. L'Argentine fait partie pour moi des équipes
qui font partie ils font partie des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Je peux donner mon prono. Je pense que l'Argentine, on est sur un 3-1 pour l'Argentine. D'accord. Largement. Donc, Pépé va manger la poussière, Patrice. Non, moi je pense que ça va être un match serré quand même, parce que la Hollande nous a montré, on l'a vu tout à l'heure, hein, que c'était une équipe quand même maintenant qui avait des vraies qualités. L'Argentine, moi je pense que le seul petit plus qu'ils ont, c'est Messi. Messi est habitué à Pépé. Hein. Pardon ? Messi, il est habitué à Pépé maintenant. Oui, mais je veux dire, quand on a dans son équipe un joueur comme Messi, par rapport à la Hollande, c'est un plus. Donc c'est pour ça que je mettrai l'Argentine favorite. Mais je pense que ça va être un beau match, indécis jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au penalty. Mais je pense que Messi a vraiment envie cette année surtout qu'il y a Mbappé en face qui brille, il y a Neymar aussi qui est pas mal, donc il y a un petit côté égo qui doit jouer, donc voilà. Il y aura 2 matchs à distance. Patrice parlait du match de 1978, moi je suis un peu plus jeune et je repense plutôt au match 20 ans plus tard, 1998. Ah oui, il y a eu ça, oui. Il y avait eu un quart de finale Argentine-Pays-Bas avec l'Argentine de Batistuta, Ortega, Ayala. Et côté Pays-Bas, il y avait l'extraordinaire Bergkamp, notamment, et puis une équipe quand même assez impressionnante parce qu'il y avait Surinamien, Davids, Kluivert notamment, Seedorf. Donc ça a été une grosse affiche à l'époque. Et finalement, les Pays-Bas avaient su l'emporter parce que Ortega avait pris un carton rouge sans un coup de sang et Bergkamp avait crucifié sur un geste exceptionnel le gardien argentin. Donc voilà, mon cœur est un petit peu argentin, vous voyez, je suis en rayure bleue et blanche. Donc j'ai pas trop envie de revivre le même match qu'à l'époque quand j'étais jeune. Et voilà, je souhaite de tout cœur que l'Argentine l'emporte. Et c'est vrai que Messi, selon moi, c'est vraiment un gros plus. Il influe sur les matchs en eux-mêmes, mais aussi sur les joueurs qui sont autour de lui. Donc, et je trouve que les Pays-Bas, je disais tout à l'heure, c'était un peu une victoire en trompe-l'œil. Ils ont des capacités tactiques très importantes avec un coach comme ça. Mais individuellement, je trouve un peu en dessous sur certains postes et je pense que ça fera la différence avec des petits mailleurs de ballon argentins. L'Argentine est l'équipe qui a le plus le ballon après l'Espagne et les Pays-Bas, bon, ils verront pas le ballon du match, donc ça va quand même un match compliqué et dur mentalement pour les Néerlandais. Alors moi, j'ajouterais une chose, c'est que oui, l'Argentine est favorite si il l'emporte avant la fin des prolongations. Par contre, s'il y a penalty, là je donne mon favori la Hollande parce qu'ils ont un gardien qui s'appelle Noppert, qui a prouvé qu'il était capable d'arrêter grave les pénaltys. C'est l'assurance. C'est l'assurance pénalty. Moi, je fais surtout confiance par rapport au match contre les États-Unis. Je trouve que la défense d'Argentine sera beaucoup moins naïve et beaucoup plus saillante. On a des costauds, on a quand même des sacrés clients en défense, comme tu dis, c'est La Grinta. La Grinta, les gars, ils sont là. Voilà, et non, je pense effectivement que normalement l'Argentine peut passer les Pays-Bas. Peut passer les Pays-Bas. Mais sur le Brésil. Ah, ça c'est. Brésil, Croatie. Alors le Brésil a un sacré ressort rongé là, quand même, hein, avec l'équipe croate là, super hargneux, super difficile à jouer. Moi, Là, on est sur un match serré. Là, on est sur un match serré avec un avantage pour le Brésil parce qu'en termes d'effectifs, ça reste quand même très impressionnant. Ça reste l'un des favoris du tournoi, mais ils ont su montrer quelques faiblesses. On pense à Eder Militao ou peut-être Danilo qui seront sur le côté droit. Il se fait quand même pas mal bouffer. Hein, et côté gauche, c'est pas tellement mieux. Donc, ils ont quand même des failles sur les côtés. Ils ont Casemiro qui est un peu le rempart avant la défense. Ça tient jusque-là, jusqu'à quand? Et puis devant, c'est le festival. C'est une équipe de transition aussi, un peu comme la France. Ouais. Donc ils ont eu la possession, mais c'est une équipe qui n'est pas forcément obligée d'avoir la possession. Donc les Croates qui ont un jeu technique au milieu, ça va pas plus se gêner que ça. Donc moi je m'attends à un très très beau match, beaucoup de buts, des prolongations. La totale pour moi ce match-là. Moi, je me demande si la Croatie aura le même parcours comme 2018, parce que quand même, ils ont été partis de la même manière. Hein. En fait, la Croatie, c'est marrant parce que c'est une équipe qui n'est pas flamboyante, ça, on l'a dit, on l'a tous dit, mais elle est difficile à manœuvrer. Et c'est ça qui fait sa force. Et donc, elle est dure à éliminer. Ce qui fait que le Brésil, s'il ne marque pas suffisamment vite, ils peuvent finalement s'énerver à l'image de Neymar, qui est quand même quelqu'un qui s'énerve assez facilement, qui peut prendre facilement un rouge, par exemple, et hop, se retrouver encore, aller en prolongation, etc., et se retrouver... voilà. Donc, attention, la Croatie, c'est comment piéger le Brésil, parce que le Brésil est une équipe un peu naïve,
Quand tout va bien, c'est un peu comme le PSG. Puis quand tout va mal, on l'a vu contre l'Allemagne en 2014. Ils sont pas top mentalement, en fait. Voilà, top mentalement, c'est pas top. Et surtout quand on a des Marquinhos et compagnie qui sont eux aussi un petit peu... voilà. Tu penses à Thiago Silva? Donc, attention. Match piège quand même pour le Brésil, je le dis. Moi je pense aussi, parce que je sais aussi qu'une des qualités justement de la Croatie, c'est un peu la capacité à changer de rythme, à dormir, tout ça que bon. Voilà, ça, ils sont Le jeu est lent, et puis le seul coup, quand ils décident d'accélérer. J'ai vu ça contre le Canada. Ouais. Les Canadiens ouvrent le score. Et au fur et à mesure que le match avance, la seringue elle s'enfonce. Le Canada s'en sort, il se réveille. Il y a 4 ans, les gars. Voilà. Vraiment. Et puis je pense qu'il ne peut pas avoir 2 matchs sans pour Kramaric. Parce qu'il a été bon, là, en 8ème, il était pas moins saillant. Donc je pense que là, il aura à cœur de. Parce qu'il a eu des occasions et il a été un peu maladroit cette fois-ci. Et... Puis on rappelle, ils ont le meilleur défenseur du tournoi pour le moment. Donc ça va ouais, et puis et puis il y a quand même le petit joueur c'est Magyar. Magyar de Rennes. De Rennes qui est là, qui en a déjà mis une. Passage de l'Atalanta, ils ont des petits remplaçants sympas. Franchement. De toute façon, en règle générale, je trouve que les meilleurs joueurs de cette équipe n'ont pas été à leur top niveau jusqu'à présent. Que ce soit Modric, Kovacic et compagnie. Il n'y a que, comment il s'appelle, Perisic qui a été vraiment présent. Mais, donc si ces joueurs-là se mettent à jouer à leur niveau, attention, ça change les débats. Et donc là, encore une fois, moi j'attends de voir ce match. Franchement, j'attends de voir. D'accord, Fabio? Moi, je reste confiant pour le Brésil. Je l'entends qui parle de forme au niveau de Perisic, mais quand je vois l'équipe du Brésil, même leur banc m'impressionne. C'est-à-dire que même s'ils mettaient leur banc qui joue contre la Croatie, je pense que ils auraient gagné quand même. Ils ont quand même perdu contre le Cameroun. Oui, avec leur banc pour le coup. Ah, mais en 8ème, tu trouves que les entrants étaient intéressants. En 8ème. C'est le gardien? Ils ont non, mais il y avait 4-0 à la mi-temps, donc c'est difficile de juger la prestation des gens qui sont rentrés à la mi-temps après la mi-temps. Et oui, messieurs, et que dire de ce Maroc-Portugal? On reste dans le golfe ibérique, du point de vue battant, encore une fois. Deux pays qui se connaissent bien, en tout cas sous le plan des... Une fois de plus, il va falloir qu'ils utilisent leur gardien Boudou pour contrer les offensives portugaises qui apparemment, on l'a vu, sont percutantes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Maroc a une chance, vraiment? Je pense que le Maroc a une chance. Après, ce sera un match vraiment serré. Vu la prestation que les deux équipes ont fait en 8ème, je pense que ce sera un match quand même assez serré. Il y a du potentiel des deux côtés. Ils ont marqué beaucoup de buts des deux côtés. Donc, je pense que... Voilà. Non, mais de toute façon, ça va être un match ouvert. C'est pareil, c'est la première équipe qui marquera aura peut-être un avantage. Mais c'est vrai que si le Portugal reste sur son niveau de ce qu'il nous a montré en 8e, le Maroc va souffrir. Je ne dis pas qu'ils vont perdre, je dis qu'ils vont souffrir. Pour moi, d'un côté, on a le Maroc qui est la meilleure défense du tournoi. Un but encaissé. Ah oui, en plus. Et c'est même pas un joueur d'équipe adverse qui l'a encaissé, qui l'a mis, c'est Aguerd. Et de l'autre côté, on a le Portugal qui est la meilleure attaque, je crois, avec les 6 buts qu'ils ont marqués. Ça a beaucoup aidé à avoir la meilleure attaque. Et en fait, moi, je pense qu'il va faire la différence, c'est que les Marocains, ils ont une victoire un peu à la Pyrrhus. Ils ont dépensé tellement d'énergie pour pouvoir courir, combler les espaces, aller jusqu'aux prolongations, et même mentalement, c'est très épuisant. Ils ont Aguerd, qui est l'un de leurs défenseurs centraux, qui est très fortement incertain. Il va sûrement pas jouer le match contre l'Espagne. Donc il fait partie des joueurs essentiels. Et je pense que le Portugal, eux, au contraire, à la mi-temps, ils savaient déjà qu'ils seraient en quart de finale. Donc ils seront, je pense, dans un état de forme beaucoup plus intéressant. Et en plus, tout à l'heure, on a parlé des remplaçants du Portugal qui sont monstrueux pour moi. Donc non, je vois au fur et à mesure que le match avance, le Maroc pas pouvoir résister à toutes les vagues portugaises, et Portugal l'emporter quand même assez sans trop de difficultés, selon moi. Sans compter qu'ils peuvent sortir un Ronaldo de sa boîte et puis l'autre dans qui les 10 dernières minutes et qui nous mettent une tête à la pépé. C'est un beau joker quand même. Et puis ils ont un attaquant qui a mis un triplé, alors c'est pas possible qu'il en met eu un dans ce match-là. Donc, puis des beaux buts en plus. Oui. Des beaux buts. Et Léao, attention,
Et Léao, oui. C'est indécent presque. Ah, mais non, franchement. Alors, monsieur, le France-Angleterre. Ah, mais on y revient. Le match, on n'a pas raté. On y revient. Angleterre, c'est samedi après-midi, oui. 15h. 15h, c'est ça. C'est ça. Alors. Bah, de toute façon, là, en l'occurrence, on l'a déjà dit, hein, si la France joue à son niveau, elle doit battre l'Angleterre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement que nos joueurs soient au top. Et notre problème, on le sait, c'est la défense. On sait que Varane, par exemple, moi je suis sûr que le problème de Varane, c'est qu'il a peur de se reblesser. Donc il n'est pas à 100%. Et ça, c'est très important. C'est un problème. Et évidemment, Koundé, bon, alors je pense que l'affaire Pavard, c'est réglé, on ne le verra plus. Mais Koundé, c'est pareil. Un mec qui vous laisse 2 chaînes sur un coup avant de jouer un match, c'est que quelque part, il y a un problème aussi. Il faut qu'il se mette dedans, quoi. Il faut qu'il se dise, attention, je ne suis pas en train de jouer dans le truc de mon quartier. On est en Coupe du Monde, là. C'est vraiment. Ouais, donc, c'est pas que des chats à piquer un coup de colère. Ah, mais il y a de quoi. Moi, j'ai regardé l'image, je me dis, c'est quoi ça? J'ai pas vu ça depuis Rico Stoïkov ou Diego Maradona. 2 chaînes comme ça. Et c'est passé à travers les mailles du filet, quand même. Surtout, il est rentré sur les terrains, donc c'est-à-dire que le 4e arbitre, il a pas fait son travail. Heureusement qu'il y avait l'arbitre de touche qui l'a signalé et qui lui a dit de retirer ses chaînes. Mais ça peut être dangereux, on le rappelle. On peut très bien tirer le coup. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on à part ça, Fabio, la France passe ou... La France, ils ont toutes les qualités pour passer, ils ont les capacités pour passer. Mais en revanche, on a une équipe de l'Angleterre quand même qui est assez coriace. Je pense franchement que ce match va se finir au tir au but parce qu'il sera vraiment serré. Hein. Il sera serré jusqu'au bout. Je sais même pas s'il va avoir des buts. Ça va être serré en fait, des 2 côtés. Et je pense que ce match, je vais jamais pronostiquer sur ce match puisque ce sera vraiment trop compliqué. Alors, monsieur défense centrale, Konaté, Upamecano. Voilà, okay. mais c'est ça. Déjà, c'est là-dessus. Parce que la force, pour moi, des Anglais, c'est les coups de pied arrêtés. Ouais. Donc, si on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés, on va s'en prendre une valise. Parce que là, c'est vraiment notre problème, ça. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est d'avoir une attaque furieuse. Quoi. Un Mbappé, évidemment, et un Griezmann, et puis peut-être aussi un Dembélé, parce que Dembélé a un peu raté son match en 8e. Mais j'espère pour lui qu'il va nous remontrer les facettes qu'il nous avait montrées en poule et qui va faire la différence. Et puis surtout, on a Giroud qui a pris une dimension supérieure aussi, qui est capable de nous mettre des buts. Parce que finalement, on se rend compte que sans avant-centre, une équipe est vraiment affaiblie. L'Espagne sans avant-centre, l'Allemagne, nous on a un avant-centre. Donc l'avantage de l'avant-centre, c'est qu'il peut exploiter n'importe quelle situation au bon moment. Vous voyez, et c'est ça l'intérêt de la France, c'est qu'ils ont tout. Ils ont un Mbappé qui met le feu, un Griezmann qui peut arriver derrière et faire la différence. Donc là aussi, même si Mbappé a marqué beaucoup de buts, je crois qu'on a les capacités de marquer de n'importe quel endroit. Rappelons-nous de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Contre l'Uruguay, c'est Varane qui marque, donc pas l'attaquant. Contre la Belgique, c'est Umtiti qui marque, pas l'attaquant. Donc la différence va peut-être se faire là. C'est au niveau de la globalité de l'équipe aussi que tout va se jouer. Bien, mais est-ce qu'il faut avoir peur je ne sais pas s'il va rentrer, mais de Sterling, de Foden? Alors honnêtement, je pense que les Anglais ont plus peur de Mbappé que les Français ont peur de Sterling, Saka ou qui tu veux. Là, c'est le sujet qui fait la une en ce moment, c'est comment arrêter Mbappé. Mais je pense que c'est un faux débat parce que de l'autre côté, il y a Dembélé, il est capable de vous faire danser de la même manière, je pense. et les deux, on rappelle que les deux avaient fait danser toute la défense anglaise, y compris Walker, lors d'un match avant la Coupe du Monde 2018 où la France était amusée en Angleterre, il avait emporté 3-2, mais Dembélé et Mbappé s'était régalé. Donc voilà, je pense que les deux équipes sont assez similaires sur le plan offensif. Ils ont des bons joueurs, au milieu il y a des bons joueurs. En défense, des deux côtés, c'est un peu moins bien. Ouais. Donc, mais pas que Kyle Walker il va à 37 quand Mbappé va à 35. C'est une blague. Moi j'ai déjà vu Mbappé dépasser Walker en Ligue des Champions. Donc après il y a des matchs, c'est vrai qu'il y a des matchs où effectivement Walker a su éteindre Mbappé. Donc il n'y a pas de vérité, c'est pas forcément ça qui fera la vérité du match. Je pense que je parlais d'arbitrage, je pense que ça faudra en tenir compte. Parce que c'est un match qui va se jouer sur des détails. Et puis j'ai l'impression que quand on écoute Konaté et les autres, finalement c'est deux équipes
qui se côtoient régulièrement sur les terrains. Les joueurs se connaissent bien en Angleterre parce que visiblement, dans la une des journaux, c'est Lloris le point faible de l'équipe de France. Ouais, ils ont mal regardé. Je pense que c'est Koundé, le point faible de l'équipe de France. Et puis le milieu de terrain qui est fort en qualité, mais en quantité, de milieu de terrain, ça peut être court. Quand en face, vous aurez Bellingham, notamment, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le Bellingham, Rabiot, Bellingham. Il y a Anderson. Non, il y a du monde au Au milieu. milieu, ça va être sympa. La guerre du milieu va être déterminante. Je pense qu'ils ont un petit avantage par rapport à la France. Moi, je suis très confiant parce que je suis persuadé que ce match-là va se jouer sur l'impact. Je pense que la France va arriver sur ce match vraiment, comme on dit souvent, en mode Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils vont étouffer l'Angleterre très rapidement. Ça, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Des gars comme Rabiot et compagnie. Et puis derrière, effectivement, l'Angleterre va un peu paniquer et on va en profiter. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je vois un score large pour la France. Maintenant, peut-être que je peux me tromper. Je pense que la France, contre l'Angleterre, a vraiment de quoi s'amuser. Maintenant, ça peut tourner aussi de l'autre côté. Hein. Mais c'est un peu l'impression que j'ai. Après, évidemment, quand on parle de Bellingham, quand on parle de Sterling, quand on parle de Foden, ça fait peur. Saka et compagnie, ils ont une force de frappe intéressante. Mais bon, voilà, moi je dis confiance sur ce match. Confiance sur ce match. Messieurs, j'ai envie de dire, si on regarde un peu la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde de manière un peu plus, on voit si ça affiche un quart de finale. J'ai l'impression qu'on a quelques constantes, comme là, une sur-augmentation des équipes européennes. Hein. Encore une fois, on se retrouve avec au moins 4 clubs, je vois 4 clubs européens. 4 clubs, c'est France-Angleterre, plus Portugal, plus Pays-Bas, 5 même, voilà. On a 2 Sud-Américains, on a un Africain. Voilà, c'est une équipe africaine. Bah, c'est très et exit c'est pas qu'il y a 4 ans, pourtant on n'en a rien, on n'est pas loin, on est au Qatar, exit oui, bon, c'est un peu normal. On est quand même dans les logiques quand même habituelles avec cette force, cette mise de l'Europe sur le foot mondial. Ah, ça prouve que le football européen est supérieur par rapport je suis pas trop d'accord moi avec ça parce que là quand même à la trappe il y aura forcément c'est pas mathématique, hein. Au moins deux équipes européennes qui vont passer à la trappe, 2 ou 3. Bah, qu'est-ce qui manque? Il y a peut-être l'Allemagne et l'Italie qui manquent dans cette affaire-là. Oui, mais sinon, la plupart sont là. Brésil et Argentine, ça fait des années qu'ils dominent le Sud-Américain. Bah oui, il y avait un petit Chili, il y avait une équipe, mais Paraguay, il y avait un Chili. Oui, mais ça c'était en 8e. C'était en 8e, mais c'est vrai qu'en quart, il n'y a que des têtes de série globalement. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, c'est les mêmes têtes de série, hein, c'est les 6 Européens plus les 2 Sud-Américains. Donc finalement, quand on regarde les quarts de finale, on regarde les affiches. Je pense pas qu'on aurait pu espérer avoir des meilleures affiches qu'on a vu les matchs. Là, on a vraiment, pour moi, la première fois, je pense, qu'on a les 8 meilleures équipes de cette Coupe du Monde qui vont s'affronter. Voilà, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on va se retrouver en demi avec 100 pays africains et c'est probable, 100 pays du Sud? Mais c'est pas la première fois. Ça peut arriver. Encore une fois, c'est comme la Coupe de France. Il y a toujours le petit poussé qui fait qu'à un moment donné, il fait la différence parce qu'il a été un petit peu chanceux ou alors on l'a un peu sous-estimé. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on sous-estime plus personne. Hein. Là maintenant, c'est pour la gagne. Là, il faut se méfier de tout le monde. S'ils sont arrivés à ce stade-là, c'est que... Et quand il dit, alors, dans ce Portugal, je reviens là-dessus, est-ce qu'on va commencer encore avec Cristiano Ronaldo sous le banc? Pourquoi changer l'équipe qui gagne? J'allais dire en plus... Parce qu'il a eu sa punition, effectivement, il a eu juste du le match d'avant. Bon. Il y a une action, il marque un but refusé, je sais pas si vous l'avez vu, mais il prend le ballon, il continue, et en fait, le défenseur, il le rattrape, alors qu'il a quand même 2 mètres d'avance, et il est au centre du camp, quoi. Donc... pour moi, il est quand même sur le déclin, Ronaldo, il faut le reconnaître. Mais alors, s'il rentre une demi-heure, là, il peut faire très mal, selon moi. Mais il a quand même gardé ses capacités. Et puis surtout, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est rentré, l'ovation qu'il a reçue. Donc ça aussi, c'est important pour un entraîneur. Effectivement, il y a une image où on voit tous les journalistes suivre l'arrivée. Oui, parce que les journalistes se sont précipités pour le montrer sur le banc. Sur le banc. Voilà. La vraie question, c'est est-ce qu'il le vit bien aussi? Oui, il le vit bien. Et vous pensez qu'il le vit bien? Parce que c'est vrai qu'il y a 2 sons de cloche, en fait. Hein. Alors, le fait que le Portugal ait gagné 6-1, il le vit bien, parce que lui, c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Il est en quart, c'est ça le plus important pour lui. S'il est champion du monde sans jouer, peut-être qu'il sera content aussi. Je pense que les buts, ça compte pas pour lui. Si, ça compte. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, il peut pas dire quoi que ce soit à son entraîneur. Il peut pas dire que son entraîneur s'est trompé. Surtout quand il va Messi au top de sa forme, ça joue. Hein.
Non, et puis il est en bisbille avec son club, etc. Donc Oui. sur le plan footballistique, il n'est pas au top non plus. D'accord. Non, on peut même dire qu'il a plus de club d'ailleurs. Voilà. Pour l'instant. on l'attend au Red Star. Viens jouer avec nous, Ronaldo, on t'attend. Là. En tout cas, messieurs, on se retrouve encore sur la logique de nos stickers. On va choisir un match et puis Voilà. mouiller les tablettes. Puis on peut. Flavio va jouer avec nous. Alors, on choisit quel match? C'est la question. Alors, quel match Bah, c'est- Flavio qui choisit. Du coup, quel match Angleterre-France. Angleterre-France. Tout pour la France. Allez, Angleterre-France. Ce qui est important, c'est que on soit cohérent avec nos pronostics. Mais ce match, il est dur, hein, moi je trouve. Angleterre-France. Ah oui. Ah bah, Tous les matchs sont durs, mais celui-là, il y a quand même du bon niveau de chaque côté. C'est dur. Non, pour moi, c'est un match qui va être révélateur du niveau de la France aujourd'hui. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, il paraît que Deschamps est sûr de garder sa place. Donc, Bah, est-ce qu'il veut rester? C'est ça la question. ça. Est-ce que Deschamps va rester trop? c'est pas mal comme poste quand même. hein, non Ouais, mais bon, au bout d'un moment, imaginons qu'il soit 2 fois champion du monde, je vois pas qu'est-ce qui Cette va... année, ils ont été Ah, trois ah, fois. Cette année, ils ont été oui, 3 fois, oui, 3 fois. Apparemment, son contrat, c'était s'il arrive en demi, ça. Ou encore. Oui, mais Non, s'il est en demi. S'il qualifie en demi. moi, je m'appelle Deschamps. Ouais. J'ai gagné 2 fois la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, 1 fois en tant que joueur. Bah, je passe la main, parce que sinon, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Sinon, de me rendre ridicule, parce que je vais me faire éliminer la prochaine fois. Gagnons. Donc la Non, théorie je sais de pas. finir toujours au sommet et Mais pas en décadence. Mais voilà. Regardez, ils ont gagné une Coupe du Monde, un Euro les Espagnols, mais ils ont regagné l'Euro derrière. Voilà, donc, voilà. bon, tu peux enchaîner. Mais bon, ceci dit, après, c'est mettre Zidane un peu en attente, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Est-ce que Zidane va pas là entraîner l'Espagne? Je sais pas. moi. C'est ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la France sera championne du monde? Alors, il y a des superstitieux qui vous disent qu'il y a des signes. Par exemple, la manière dont Mbappé a célébré son but dans les bras de Giroud, qui rappelait la manière dont Pelé l'avait célébré. Le fait qu'on ait la Ça fait troisième beaucoup de étoile, buzz, comme d'ailleurs, le hein, Brésil. Hein, puisque, en fait, on essaie d'avoir la troisième étoile Oui. comme le Brésil en 70. C'est ça. Et on a une équipe un peu comme le Brésil qui est chatoyante. Hybride. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des signes. Voilà, il y a des signes. Mais Maintenant, c'est quelle équipe à Beckenbauer, du coup? donc c'est ça qui fait que, bon, maintenant, samedi, on saura. Déjà, si on passe l'Angleterre, on pourra toujours épiloguer sur la suite. Super les gars, mais on finit là-dessus. On se retrouve donc avec le jeu qui se poursuit, Patrice. Eh bien oui, toujours pareil. Donc nous avons de nombreuses personnes qui nous appellent, enfin qui participent avec nous à ce jeu. Je rappelle que l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut gagner des superbes casquettes offertes par notre partenaire. L'adresse voilà. apparaît à l'écran. Donc il faut simplement s'inscrire sur l'adresse qui se passe à l'écran et les 30 premiers inscrits recevront ce superbe cadeau, plus d'autres cadeaux offerts par notre partenaire. C'est le jeu qu'on a mis en place pour la Coupe du Monde et beaucoup y participent et tant mieux. Et j'espère que ça fera plaisir au plus de monde possible. Les mots, Flavio. Mais allez la France, hein. Et la France. Allez la France. J'avais juste une dernière chose. Vu la prochaine fois qu'on se voit, on aura les affiches de la finale en fait, et de la petite finale. Est-ce Oui. que vous avez déjà des pronostics pour cette fameuse affiche qu'on attend pour dimanche prochain? France-Brésil. France-Brésil. Ben oui, mais oui, tout le monde attend Ça France-Brésil. serait beau, hein, France-Brésil. France-Brésil. France-Brésil comme en Bah oui. 98. Et 1, et 2, et 3, ils ont. Parce que France-Croatie est possible aussi comme en 2018. hein. Mais ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Forcément le Brésil. hein. Je veux pas. J'ai déjà vu. On sait C'est pas, jamais. pas Angleterre-Maroc, monsieur. Pas Angleterre-Maroc. Quitte à... Non, mais C'est pas possible de toute manière. hein. Même, pourquoi France-Brésil? Parce que quitte à être battu, je préfère largement être battu par le Brésil que ouais. par la Croatie. C'est clair. Alors, où on va là? Moi j'aimerais bien un petit Portugal-Argentine pour avoir Messi Portugal, Ronaldo, ce serait marrant. Ce serait quand pas même. mal. Ouais. Mais merci encore, messieurs. Moi, j'ai une petite pensée pour toutes les victimes après l'accident qui a eu lieu sous le pont du côté de mon quartier, à Monavage, à Saint-Claude. J'espère que les familles seront rassurées et que les soins vont permettre à ces ouvriers de retrouver un petit peu de répit, que c'était pas évident. Et puis, nous, on se retrouve pour des réjouissances. On verra pour la petite et la grande finale. Absolument. Mais à la semaine prochaine. Et puis, dans l'intervalle, Patrice. Je dis bonjour à mon ami Christian, puisque je l'ai promis une petite dédicace. Ah ben bon. Dédicace à Christian. Le salut des parieurs à Christian et puis on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Éclair FM, Éclair TV, pour de nouvelles réjouissances footballistiques.